Il a commencé à taper un scandale dans la boutique. Son sugar daddy avait bloqué toutes ses cartes de crédit. Kim, tu serais pas passé par Hermès pour refaire ton jet? J'ai demandé à mes abonnés sur Instagram qui travaillent dans le secteur du luxe de m'envoyer toutes leurs pires expériences avec des clients. J'ai sélectionné une poignée d'histoires et accrochez-vous parce que à côté de leurs histoires, moi ce que j'ai vécu c'était vraiment niveau débutant. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je t'invite à t'abonner. Si tu vois que tu reviens souvent sur mes vidéos, n'hésite surtout pas, ça me ferait hyper plaisir. Je suis aussi très active sur Instagram et TikTok, donc n'hésite pas à me suivre sur ces réseaux sociaux. Pour cette première expérience, la personne a demandé à rester anonyme, donc on va l'appeler Jérémy. Jérémy nous raconte qu'il travaille pour une très grande maison de joaillerie française. Chaque année, pour le festival de Cannes, ils font une sélection d'articles à envoyer à des influenceurs, des célébrités, etc. Il explique que la sélection elle est très précise et qu'il y a souvent pas mal de va-et-vient et que le processus, c'est tout simplement qu'ils préparent en fait une sélection de bijoux et ils envoient à plusieurs personnes. Il continue en expliquant que cette année-là, c'est lui qui était en charge de la sélection de bijoux pour une certaine influenceuse durant le festival de Cannes. Pour le festival de Cannes, les influenceurs et les célébrités peuvent être habillés par des marques. Souvent les bijoux sont prêtés aux stars et dans ce cas-là à la fameuse influenceuse. Il explique qu'il y a eu pas mal de va-et-vient, que lui il avait préparé une sélection de plusieurs parures et que l'agence de l'influenceuse de question et l'influenceuse avaient pu avoir plusieurs rendez-vous au siège et qu'ils avaient fini par se mettre d'accord sur une certaine parure en particulier. Il précise aussi que dans le cas de prêt de bijoux aussi chers, il y a souvent des contrats qui sont très précis et que l'agence, l'influenceur et du coup l'entreprise se mettent d'accord pour que les bijoux soient rendus à telle date et telle heure, qu'ils soient portés pendant tant de temps. C'est très précis. Jérémy explique aussi que le principe de prêter un bijou à un influenceur, c'est vraiment de mettre en avant ce bijou. Dans le cas d'une parure, par exemple, si c'est une très grande maison de joaillerie qui veut toucher un public plus jeune, ça peut être hyper intéressant pour la maison que l'influenceur porte le bijou pour les festivals, les tapis rouges, etc. Au final, après que les contrats soient signés, le grand jour finit par arriver. Jérémy explique que tout se passe à merveille, sauf que le lendemain même, l'agence qui représente l'influenceuse passe un coup de fil au service de la maison de joaillerie dans laquelle Jérémy travaille pour expliquer que l'influenceuse en question avait malencontreusement perdu un des bijoux de la parure. Durant la soirée, le bracelet aurait glissé du bras de cette influenceuse, il aurait été complètement perdu. Jérémy continue en disant que vraiment ils étaient furieux au service où ils travaillaient et que perdre des bijoux aussi précieux, c'est vraiment handicapant pour eux parce que ce sont des bijoux qui mettent énormément de temps à produire. C'était vraiment une situation qui était assez grave. Évidemment, grâce au contrat, la maison de joaillerie a pu vraiment leur faire pression pour que l'agence d'influenceurs puisse rembourser le bracelet qui valait plusieurs milliers d'euros. Dans son récit, il me raconte quand même que c'était assez compliqué, que pendant plusieurs mois, l'agence n'était pas joignable en fait. Au final, ils ont fini par rembourser le montant. Jérémy explique que depuis ce jour, la maison de joaillerie pour laquelle il travaille a décidé de ne plus du tout faire appel à des influenceurs et que maintenant il se focus uniquement sur les célébrités, les top modèles, etc. Prochain pire caprice, il est assez surprenant et surtout la personne m'a envoyé des photos. Je sais pas si j'ai le droit de les diffuser, je verrai au montage comment j'arrive à formuler les choses. Amélie, elle nous raconte qu'elle a travaillé chez Rolex pendant quelques temps et que c'est pas vraiment une anecdote, c'est vraiment un pire caprice et que ça l'avait quand même assez marqué. Elle raconte qu'un jour en boutique, elle a un client qui était venu et qu'il avait garé une Ferrari jaune devant la boutique. J'ai la photo de la Ferrari. Je sais pas si je vais pouvoir vous la montrer, mais dans un sens, il n'y a pas la plaque d'immatriculation. Elle explique qu'il avait garé sa Ferrari jaune devant la boutique, donc c'était quand même assez tape à l'œil. Les clients de la boutique et les vendeurs avaient remarqué direct. Et en fait que ce monsieur s'était adressé à elle pour lui demander une Rolex jaune assortie à sa Ferrari. Je sais pas si vous savez, mais chez Rolex, c'est assez difficile d'avoir une montre. Ça, Amélie l'explique très bien aussi dans son message. C'est un peu le même style de game que chez Hermès, mais du coup avec un public plutôt masculin. Donc pour rappel, chez Hermès, pour avoir un sac, tu dois faire un peu des pieds des mains, acheter 2-3 trucs comme ça, revenir plusieurs fois. Le sac il est là, il est pas là. Chez Rolex, c'est un peu la même chose. Quand tu veux un modèle spécifique, c'est encore plus dur et surtout une Rolex jaune. Je sais pas si vous avez déjà vu une Rolex jaune, moi pas du tout. Je pense que c'est pas très courant. En fonction du modèle, ça peut être plus ou moins difficile et plus ou moins long. Tu fais pas qu'arriver chez Rolex comme ça et avoir une montre. Donc ça, Amélie dans son message, elle explique qu'elle tente de l'expliquer au client. Il était quand même assez fixé sur son idée, qu'il avait une idée fixe et que du coup forcément le ton a commencé à monter. Comme il commençait à faire un scandale dans la boutique, ils l'ont déplacé dans le salon VIP. C'est souvent ce qui se passe quand t'as des clients qui sont quand même assez fortunés et qui commencent à faire du bruit. Pour éviter tout débordement, généralement ce qui se passe c'est qu'ils sont déplacés dans une autre pièce. Et dans cette autre pièce, elle continue à lui expliquer en lui disant écoutez monsieur, on fait pas qu'arriver chez Rolex avoir une montre comme ça, surtout une Rolex jaune, ça va mettre un petit peu de temps, on n'en a pas en magasin, etc. Amélie explique que le client il voulait pas
l'entendre de cette oreille, que vraiment il a commencé à s'agacer. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé d'attendre dans la boutique toute la journée jusqu'à la fermeture et que c'est la sécurité qui a dû l'escorter jusqu'à la sortie, poliment, mais jusqu'à la sortie à la fermeture, et que toute la semaine il revenait chaque jour pour pouvoir réclamer sa Rolex jeune assortie à sa Ferrari. Finalement, à la fin de son récit, Amélie m'envoie une jolie photo de la Rolex jeune au poignet du client pour bien m'expliquer qu'il a fini par obtenir sa fameuse Rolex assortie à sa Ferrari. Et je trouvais quand même l'histoire complètement aberrante. Vous imaginez un client qui est tellement fortuné que son seul souci dans sa journée, c'est de pouvoir assortir sa Ferrari jaune à sa Rolex jaune. J'ai trouvé ça assez marrant. Prochaine histoire, c'est celle d'Alice qui nous explique qu'elle travaille pour une boutique de souliers de luxe à Monaco, et dans cette boutique, elle explique qu'il y a une clientèle qui est quand même assez exigeante. Alice raconte qu'un jour dans sa boutique, elle avait une cliente qui logeait en fait dans le palace d'en face. Elle voulait essayer pas mal de paires de souliers. Moi franchement, ça m'a quand même rappelé mon passé où je travaillais aussi dans les souliers, donc je sais ce que c'est. Surtout que les souliers c'est moins cher souvent que les sacs, donc les clientes des fois elles se lâchent, et explique que voilà, c'était ce style de cliente qui avait une idée précise et ça se sentait qu'elle voulait acheter plusieurs paires, donc ça posait pas de problème à Alice et à l'équipe qui travaille avec elle de rester assez longtemps avec la cliente. Donc elle explique que la cliente a essayé pas mal de paires de chaussures et que du coup ça a pris quand même assez de temps pour trouver ce qui lui correspondait, et qu'elle avait notamment pris une paire de souliers en alligator, une paire en peau précieuse qui coûtait quand même assez cher. Elle raconte que la cliente avait du mal à se décider, qu'elle a essayé toutes ses paires et qu'au final elle a pris la décision de prendre les 6 paires qu'elle avait essayées. Mais elle raconte que ça ne s'arrête pas là parce que déjà ça en soi ça pourrait juste être une anecdote. Alice continue en disant que 3 jours après environ, la cliente revient en boutique un peu excédée. Alice lui demande évidemment est-ce qu'il y a eu un problème, qu'est-ce qui se passe. La cliente explique assez sèchement qu'elle souhaite avoir un remboursement pour les 6 paires de chaussures qu'elle a achetées. Précise parce que comme j'ai travaillé dans le secteur, je vous le dis, c'est pas toutes les boutiques de luxe qui acceptent les échanges et les remboursements. Le problème c'est que le marché du luxe, ils sont en combat en fait, je sais pas comment expliquer, en fight avec le marché de la contrefaçon. Ça peut être assez facile pour un client d'acheter par exemple 6 paires de chaussures et sur les 6 paires, peut-être qu'il n'y en aura qu'une seule de vraie parce qu'il les échangera contre des super fakes. Les vendeurs ne sont plus assez formés pour reconnaître des contrefaçons, donc c'est quelque chose qui se fait. Il y a beaucoup de maisons de luxe qui refusent les échanges et les remboursements. Généralement c'est au cas par cas en fait, ça dépend de ton cas, mais la plupart du temps c'est non. Donc elle explique que la cliente demande un remboursement pour 6 paires de chaussures. Déjà ça risque d'être un peu compliqué. Alice quand même, par souci justement professionnel, elle lui demande qu'est-ce qui s'est passé. La cliente commence du coup à expliquer que son sugar daddy avait bloqué toutes ses cartes de crédit et que donc elle était dans l'incapacité de payer son hôtel et que l'hôtel avait donc retenu tous ses bagages. Il était impossible pour elle de partir, de quitter Monaco. Alice explique qu'elle était quand même assez sans voix et que son manager qui était à côté, qui avait entendu la conversation, commence à expliquer à la cliente que ça va pas être possible en fait. Les échanges ne se font pas comme ça et que voilà, en gros il commence à lui expliquer que c'est pas possible. T'as beaucoup de boutiques qui refusent les échanges et que pour une situation comme ça, je pense qu'ils l'ont pas spécialement prise au sérieux. Alice continue en disant que la cliente commence à s'énerver, à vraiment élever la voix. Au final, dans un élan de colère, elle a fini par lancer une des paires de souliers au visage du manager pendant qu'il lui parlait. Je sais pas pour vous, mais moi ça m'a quand même pas mal choquée. Au final, c'est la sécurité qui l'a escortée à la sortie. Il y a des gens qui sont quand même un sacré toupet. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette histoire en commentaire. Ensuite, on passe à l'anecdote de Mathieu. Alors, j'ai évidemment modifié son nom parce que là, Mathieu m'a donné exactement le nom de la maison pour laquelle il travaille. Et il travaille toujours pour cette maison, donc il a préféré modifier son nom. Mathieu nous raconte qu'il travaille pour la maison Louis Vuitton depuis quelques années et qu'il s'y passe toujours des choses assez spéciales. Il explique qu'un jour, il avait une cliente tout à fait classique qui vient le voir à sa boutique et elle lui explique en fait qu'elle aimerait beaucoup voir des pièces de maroquinerie mais qu'elle souhaite avoir l'avis d'un homme. Jusque là, Mathieu raconte que ça ne lui pose pas de problème en fait et qu'il ne voit rien de bizarre, mais qu'il passe quand même bien 2 heures à conseiller la cliente, à lui proposer des sacs, de la maroquinerie. Le métier oblige, il continue à s'occuper d'elle, à la servir, à répondre à ses attentes, etc. Finalement, au bout de 2 heures, Mathieu voit qu'elle est vraiment indécise, donc il lui propose de la laisser réfléchir pour pouvoir lui s'occuper d'autres clients. Au moment où il lui propose de réfléchir, il continue en expliquant que la cliente lui demande de voir aussi du prêt-à-porter, qu'elle lui dit que voir le prêt-à-porter ça lui permettra aussi de réfléchir aux pièces de maroquinerie qu'elle vient essayer, sûrement pour voir qu'est-ce qui peut aller avec quoi, etc. Mathieu continue à s'occuper d'elle, surtout que le prêt-à-porter c'est quand même assez cher et ce sont souvent les clients prestigieux qui achètent le prêt-à-porter. Mathieu l'emmène à l'étage du prêt-à-porter, elle commence à faire sa sélection, elle regarde qu'est-ce qui est intéressant, elle choisit quelques pièces, Mathieu dépose les vêtements cabine, laisse la cliente se changer, il reste pas loin au cas où elle a besoin de lui. Sauf qu'il explique qu'à un moment, elle sort de la cabine, mais très peu vêtue, avec un haut qu'il lui avait donné à essayer, mais juste en culotte. Mathieu explique qu'il commence à être vraiment gêné puisqu'elle sort de la cabine, elle demande des avis, etc. Sauf que au deuxième essayage, elle n'essaye plus le haut, mais seulement le bas, et elle ressort de la cabine cette fois-ci en soutien-gorge, juste avec le jean. À ce moment-là, Mathieu se sent vraiment super mal à l'aise et il explique qu'il propose à la cliente de lui ramener une conseillère de vente
féminine. Ce qui le rend encore plus mal à l'aise, c'est que la cliente insiste en lui disant que non, qu'elle se sent plus à l'aise avec lui et qu'elle a besoin de conseillère de vente féminine. À ce moment-là, Mathieu est dans une position délicate parce qu'il veut vraiment éviter tout quiproquo, mais en même temps il ne veut pas froisser la cliente. Je comprends la position de Mathieu parce que ça m'est déjà arrivé quelque chose de similaire dans, je crois, le premier épisode des Pires Caprices que j'ai vu en boutique de luxe. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à cliquer dans le petit ici. C'est pas exactement la même chose, mais c'était quasiment la même situation et que moi-même je suis restée bloquée. Je continue avec l'histoire de Mathieu. La cliente lui explique qu'elle aurait une proposition à lui faire. Selon Mathieu, la cliente enchaîne en lui proposant de passer la nuit avec elle contre une invitation aux ventes privées du personnel. Ce sont les ventes privées où tu peux avoir un sac qui vaut 2000 €, tu peux l'avoir à 200 €. Donc ce sont des ventes qui sont vraiment avantageuses, mais c'est quand même inédit de proposer de passer la nuit à un vendeur pour une invitation. Parce que c'est très select en fait, faut que tu connaisses des gens, etc. Là Mathieu explique qu'il se sent vraiment très mal à l'aise et qu'il refuse complètement à la cliente. Mathieu continue en expliquant que la cliente enchaîne comme si de rien n'était, elle referme la cabine, elle se rhabille, elle lui dit qu'elle veut voir d'autres choses et elle finit par acheter uniquement une recharge d'agenda. À ce moment-là, Mathieu a un petit peu du mal à process tout ce qui s'est passé. Il continue sa journée, il rentre chez lui. Le lendemain, il arrive en boutique et directement un de ses collègues lui dit qu'il y a un client qui souhaite traiter avec lui. À ce moment-là, Mathieu est très content, il se dit ça doit être un client fidèle, quelqu'un que je connais, sauf que quand il arrive en face du client, il se rend compte qu'il ne l'a jamais vu et qu'il ne le connaît pas. Donc il se dit bon, schéma classique, un de ses clients l'a sûrement recommandé à quelqu'un, mais il se dit voilà, le client s'est déplacé, il va s'occuper de lui, etc. Il explique qu'au début pas de problème, le client se comporte normalement, il demande de faire un tour de la boutique pour voir qu'est-ce qui pourrait l'intéresser, etc. Sauf que le client en question finit par demander à Mathieu d'essayer des maillots de bain. Mathieu ne se pose pas spécialement de questions, il fait la sélection pour le client, il met en cabine et il attend du coup que le client ait fini ses essayages pour pouvoir savoir si tout se passe bien. Le client en question essaie le maillot de bain, ouvre la cabine, lui demande son avis et commence à lui poser des questions assez intimes. Alors il n'est pas rentré dans les détails donc je ne sais pas quelles sont les questions, mais que la situation commence à devenir malaisante et lui rappelle bizarrement l'expérience de la veille. Au final, comme Mathieu montre vraiment qu'il est mal à l'aise, le client finit par lui expliquer qu'il connaît très bien la personne qui est venue la veille et que son ami lui a raconté qu'il avait refusé ses avances de passer une nuit sans lendemain en échange des ventes privées et du coup que s'il ne souhaite pas passer la nuit avec cette cliente femme, que ça ne lui pose pas du tout de problème de passer la nuit lui en tant que client homme. En gros, ce qui s'est passé, c'est que comme Mathieu a refusé les avances de la cliente femme, elle a supposé qu'il n'était pas intéressé par les femmes. Du coup, elle a envoyé en renfort son ami pour lui proposer la même chose. Mathieu explique que là, à ce moment, c'est trop pour lui, qu'il appelle directement la sécurité et que du coup, le client est mis dehors extrêmement rapidement. Il raconte que jusqu'à maintenant, c'est l'expérience qui l'a le plus marqué en travaillant chez Louis Vuitton. Et il explique qu'à l'heure actuelle, il travaille toujours chez Louis Vuitton, que ça se passe très bien, mais que c'était l'épisode le plus chelou en fait qu'il ait vécu en travaillant là-bas. Le prochain message que j'ai reçu, c'est d'une personne qui souhaite rester anonyme et on va l'appeler Mélissa. Quand j'ai lu le message, j'ai compris pourquoi Mélissa voulait rester anonyme. Mélissa nous explique qu'elle travaille depuis plus de 10 ans chez Hermès et que quand on travaille 10 ans chez Hermès, on envoie des vertes et des pas mûres. Mélissa raconte qu'en 10 ans, la demande la plus folle qu'elle a eue d'une cliente, c'est un objet sur mesure. Alors je sais pas si vous savez, mais même moi je n'étais pas au courant. Mélissa explique que chez Hermès, il y a un service qui s'appelle Hermès Horizon et c'est un service qui te permet de créer des objets sur mesure. Alors ça n'a rien à voir avec la commande à la carte. La commande à la carte, c'est le fait de pouvoir personnaliser selon les critères Hermès et parmi une sélection, plusieurs sacs en particulier. Là ça n'a rien à voir parce que la commande à la carte, tu peux pas toi décider de designer ton propre sac, en tout cas pas à ma connaissance. Là, Hermès Horizon te permet vraiment de créer tout ce que tu veux, tout ce qui est imaginable, que ce soit un skateboard, un fauteuil, un tourne-disque, rien n'est trop beau chez Hermès Horizon. Ils sont capables de tout créer. D'ailleurs, pour préparer cette vidéo, je suis évidemment allée vérifier si ce service existe chez Hermès. Je vais vous afficher en fait la page d'accueil de Hermès Horizon et en fait tout ce qu'elle dit est vrai. T'as vraiment toutes les informations, on te montre vraiment tous les exemples en fait qu'Hermès Horizon a fait. Ce sont pas des conseillères de vente qui m'ont raconté cette histoire et elles n'ont rien à voir avec l'histoire, mais j'ai pu demander à une de mes conseillères de vente de chez Hermès si ce service Hermès existe et on m'a bien confirmé que ce service existe et qu'effectivement il y a des clients qui font des commandes très spécifiques, donc j'étais vraiment assez impressionnée. Mélissa nous raconte qu'elle n'aurait jamais pensé à quelque chose d'aussi invraisemblable. Elle continue en disant qu'un jour, une cliente particulière a demandé à Hermès d'aménager entièrement son jet. Quand j'ai lu ça, sur le coup, je me suis dit attends, c'est pas possible, ça existe. Enfin, je savais que ça existait, mais comme moi j'ai pas travaillé à ce niveau, pour moi les personnes qui s'occupent de ça, ça doit être le service client VIP ou peut-être même le siège, je sais même pas si tu passes par la boutique pour ça. Quand j'ai vu ça, je me suis dit Hermès peut aménager un jet. Au final, je suis allée sur le site de Hermès Horizon et quand tu descends, tu vois
que eux-mêmes proposent. Ça veut dire que c'est même pas elle de son propre chef qui s'est dit oh bah tiens je vais les faire aménager le jet. En fait ils proposent effectivement l'aménagement du jet, les cuirs, etc. Donc c'est vraiment un service qu'ils proposent. Mélissa précise en disant que la cliente souhaitait vraiment un aménagement hyper précis, en passant par les sièges, le toit intérieur, les chambres, la cuisine. Elle voulait vraiment se sentir comme chez elle, mais dans les airs. Mélissa continue en expliquant que pour ce type de demande, il y a souvent plusieurs équipes et il y a aussi plusieurs rendez-vous qui sont pris en amont. Il y a des rendez-vous pour discuter donc de l'aménagement, des pièces, de l'ambiance, du rendu, des couleurs, mais aussi pour faire un croquis précis. Mélissa raconte aussi que dès les premiers rendez-vous, ils ont senti que la cliente était très exigeante et très peu flexible et qu'à plusieurs reprises, elle a menacé d'abandonner le projet malgré son acompte et que du coup, ils devaient tout le temps faire des compromis pour faire avancer le projet. L'une de ces exigences était par exemple d'insérer du cuir à des endroits qui étaient très peu accessibles pour les artisans et ça a été très difficile de lui faire comprendre ça parce qu'elle avait un projet artistique bien défini dans sa tête. Elle aurait également insisté pour inclure une piscine dans l'avion ou en tout cas un bassin d'eau. Mélissa et ses équipes ont dû lui expliquer pour vraiment lui préciser que c'est impossible à l'heure actuelle, au moment où il faisait le projet, et je pense que jusqu'à maintenant c'est impossible, de mettre un bassin avec de l'eau stagnante dans un avion pour des raisons évidentes de sécurité. En fait, si à un moment précis il y a une mauvaise secousse ou si l'avion doit atterrir d'urgence, le bassin il peut se vider et du coup atteindre des zones d'électricité qui peuvent faire disjoncter l'avion ou en tout cas c'est pas du tout sécurisé et du coup c'est pas autorisé en tout cas de ce que j'ai compris et je trouve que c'est quand même assez évident de ne pas mettre d'eau stagnante dans un avion. C'est comme, je pense que tu ne peux pas mettre une cheminée dans un avion. Mélissa continue en expliquant qu'elle voulait une ambiance très précise dans l'avion, un peu comme un branding en fait. Elle voulait que tout fasse sens, un peu comme des logos d'entreprise mais pour une particulière en fait. Moi ça m'a fait un peu penser à Kylie, son jet qui a vraiment un branding et tout ça alors qu'elle prend son jet vraiment pour ses déplacements personnels. Ça m'a fait aussi penser à Kim Kardashian parce que je sais que Kim Kardashian elle a fait refaire entièrement son jet et qu'elle a montré qu'elle a fait un aménagement précis avec du cuir un peu partout et tout. Quand elle m'a raconté cette histoire je me suis dit Kim, tu serais pas passée par Hermès pour refaire ton jet? Bon ça elle m'a pas précisé, c'est moi qui spécule. Mais voilà, elle expliquait que la cliente voulait vraiment un branding spécifique. Je vous avoue c'est pour ça que ça m'avait pensé à Kim parce qu'on est d'accord que Kim elle veut toujours du crème, enfin elle veut un branding spécifique en fait de sa maison et pareil que l'intérieur de sa voiture, pareil que son bureau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mélissa continue en disant qu'une autre raison qui a fait qu'elle a failli annuler parce qu'elle trouvait au bout d'un moment que le projet n'était pas assez ostentatoire. Je sais pas si la cliente était française, elle m'a pas précisé. Je sais que dans certaines cultures c'est quand même assez courant de vouloir afficher sa richesse etc. Mais Hermès reste une marque française et ce qu'explique Mélissa dans le message est que même si il te propose de faire un petit peu tout ce dont tu rêves, ça doit respecter les codes Hermès en fait et ça doit quand même rester assez chic, sophistiqué. Je pense que ce qu'ils veulent dire c'est qu'ils peuvent pas te faire un jet incrusté de diamants ou je sais pas, je suppose, mais en tout cas elle disait que la cliente trouvait que c'était pas assez ostentatoire et qu'ils ont dû trouver un juste milieu pour pouvoir conserver l'ambiance Hermès mais adapté au goût de la cliente. Mélissa conclut son message en disant que au final, après plusieurs rendez-vous, plusieurs mises au point et surtout plusieurs années de construction, ils ont réussi à lui créer un aménagement de son jet privé à la hauteur de ce qu'elle espérait, qu'elle était très contente et qu'elle les a beaucoup remerciés. Mélissa a bien évidemment précisé quelque chose qui nous intéresserait. Elle explique qu'elle ne peut pas nous donner le montant total de l'opération, mais que ça s'élevait à plusieurs millions d'euros évidemment. Elle a aussi fini en disant que des projets comme ça, c'est vraiment une poignée de clients, ça n'a rien à voir avec les clients qui demandent des Birkin, des Kelly, etc. mais que c'est une toute autre clientèle. Elle explique que quand tu travailles dans ce secteur-là, tu te rends compte qu'il y a vraiment une différence entre millionnaire et milliardaire. Donc voilà, j'ai mis cette histoire-là à la fin parce que déjà c'est la plus longue et je trouve, selon moi, que c'est la plus stupéfiante. C'est incroyable en fait, tu penses pas à des choses comme ça. Le client lambda va plus essayer d'avoir un Birkin, un Kelly, etc. alors que Hermès, c'est une maison vraiment qui va loin niveau personnalisation. C'est pour ça que quand on réfléchit aux différentes maisons de luxe, pour moi, c'est la raison pour laquelle Hermès est en haut du panier. C'est pas la première maison de luxe au niveau des chiffres par rapport à leur chiffre d'affaires, etc. Et pour moi, niveau clientèle et exigence, c'est vraiment la seule vraie maison de luxe qui propose tous les services que les riches ont besoin. Hermès fait de l'ameublement, mais je connais aucune autre maison de luxe qui propose de faire des objets sur mesure de A à Z. Vous me direz en commentaire si vous en connaissez. Moi de tête, je n'ai pas, en tout cas de maison de luxe, je vous parle qui fait du prêt-à-porter, maroquinerie, tout ça, je n'en connais aucune autre. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez fait un objet sur mesure Hermès et que vous voulez pas le mettre en commentaire, n'hésitez pas à m'envoyer un DM, comme ça on en discute et moi ça me ferait super plaisir de connaître un petit peu plus des coulisses de ça. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous
vous a plu. J'espère que ce nouveau format vous plaît. Je trouve ça aussi intéressant d'écouter toutes les histoires des autres en fait. J'ai évidemment reçu d'autres expériences et d'autres messages, mais pour une première vidéo, je voulais pas non plus que ce soit trop long. Bon, je pense quand même qu'elle sera assez longue cette vidéo. Est-ce que je continue ce format où je vous raconte les expériences de mes abonnés? Vous me direz ça en commentaire. En tout cas, si la vidéo t'a plu, pense aussi à liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube, me suivre sur Instagram et TikTok. Et quant à moi, je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.